Vivre à Hawaï peut sembler être des vacances tropicales sans fin, mais la vie là-bas est bien différente et plus difficile que vous ne l'imaginez. Saviez-vous qu'Hawaï a en fait les prix de l'immobilier les plus élevés du pays, avec un prix médian d'une maison de 834 000 $? Oui, plus qu'en Californie. Ou que 8 habitants sur 1000 sont sans abri. Oui, là aussi plus qu'en Californie. Ou que c'est l'état le plus difficile pour conduire. Tu n'avais sûrement pas prévu de klaxonner pendant 1 heure dans les bouchons juste pour aller à la plage. Nous allons aller au-delà des apparences et découvrir pourquoi vivre à Hawaï n'est peut-être pas le rêve tropical que tu imagines, dans l'épisode d'aujourd'hui de MapPack. La vérité sur la vie à Hawaï, dont personne ne parle. Bienvenue à Hawaï, l'état d'Aloha. Il fait chaud toute l'année. Avec son soleil, ses superbes plages et son rythme de vie tranquille, c'est un véritable petit paradis. Eh bien, si vous gagnez le double de ce que vous gagnez sur le continent, en tout cas, parce que c'est ce qu'il vous faudra pour survivre à Hawaï, il faut, en moyenne, 150 000 $ par an pour vivre confortablement sur les îles hawaïennes, contre une moyenne de 75 000 $ par an sur le continent américain. Mais il est peu probable que vous trouviez cela, car la plupart des gens à Hawaï sont sous-payés, donc vous aurez probablement besoin de 2 emplois, comme la plupart des locaux. Et si vous avez des enfants, il faudra aussi prendre en compte le coût de l'éducation privée, car les écoles d'Hawaï laissent beaucoup à désirer. Et espérons que vous ne souhaitez pas créer une entreprise, car dans ce cas, Hawaï se classe 44e sur 50 États pour la facilité d'en créer une. Ensuite, si la fièvre insulaire ne vous atteint pas, il y a la tension croissante entre les locaux et les Maliini, les personnes venant de l'extérieur d'Hawaï qui s'y installent définitivement, l'augmentation du coût du logement et la crise des sans-abri. Alors, pourquoi Hawaï a-t-elle autant de problèmes ? Explorons un fait fondamental sur cet état, qui est à l'origine de nombreux problèmes, dont la fièvre insulaire. Hawaï est petite. Elle a une superficie terrestre d'un peu plus de 6400 miles carrés, soit environ 16 500 km², ce qui la classe au 47e rang parmi les États américains, devant seulement les petits États du Connecticut, du Delaware et du Rhode Island. La différence, c'est que si vous êtes codé dans le Connecticut, le Delaware ou le Rhode Island, vous pouvez facilement conduire dans l'État voisin pour découvrir de nouvelles choses. Si vous êtes à Hawaï, pour rejoindre les États les plus proches, la Californie et l'Alaska, il vous faut des billets d'avion et un vol de 6 heures. Sans parler du fait que si vous vivez à Hawaï, vous n'avez pas accès à toute cette superficie en même temps. Hawaï compte 8 îles principales, dont 7 sont habitées, et seulement 6 sont ouvertes aux touristes et aux habitants. Les 2/3 des habitants d'Hawaï vivent à Oahu, qui a une superficie totale de 597 miles carrés, soit environ 1500 km². C'est la moitié de la superficie du parc national de Yosemite. Imaginez maintenant que toute votre vie, l'école, le travail, les endroits où aller, les choses à faire, les sites à voir, soient confinés à la moitié d'un seul parc national. Certes, il y a beaucoup de belles choses là-bas, mais à la longue, on finit par avoir l'impression de les avoir toutes vues. C'est là que la fièvre de l'île se fait sentir. Le centre de conseil en bien-être à Hawaï le décrit ainsi. La fièvre de l'île, ou fièvre du rocher, est un terme utilisé pour décrire le sentiment d'agitation, d'isolement et d'ennui ressenti par les personnes vivant sur des îles. C'est un véritable phénomène psychologique, qui peut provoquer de la détresse et avoir un impact négatif sur la santé mentale. Et il n'y a pas que les thérapeutes qui remarquent ce problème. Même les Maliini qui aiment l'État ressentent parfois cette fièvre. Une femme surnommée la locale honnête, installée à Hawaï depuis plus d'une décennie, partage ses expériences dans ses écrits. Elle a dit que visiter Hawaï pour les vacances est une chose, mais si vous déménagez à Hawaï, vous apprendrez rapidement à quel point les îles sont en réalité petites. En outre, la plupart des lieux ferment à 22 heures, rendant la vie nocturne inexistante. Vous croiserez les mêmes personnes, aurez les mêmes petites conversations, et vous vous surprendrez à avoir envie de changer de décor de temps en temps. Vous pouvez visiter d'autres îles, mais cela implique de prendre l'avion. Vous ne pouvez pas simplement monter dans une voiture ou prendre un ferry pour aller d'Oahu à Maui. Maintenant, la fièvre des îles est un effet secondaire frustrant du fait qu'Hawaï soit un endroit petit et isolé, mais ce n'est pas le seul. Et cela nous amène au coût de la vie insensé à Hawaï. Selon PayScale, le coût de la vie à Honolulu est de 85% supérieur à la moyenne nationale. Cela inclut en moyenne des prix de l'épicerie 20% plus élevés, des prix des services publics 60 et 11% plus élevés,
et des prix de l'immobilier 219% plus élevés. En comparaison, San Francisco, largement considéré comme l'un des endroits les plus chers des États-Unis, n'a qu'un coût de la vie 70% plus élevé que la moyenne nationale. En ce qui concerne les prix de l'immobilier, San Francisco atteint 182% de plus que la moyenne nationale. Cela signifie que Honolulu la dépasse. Nous parlerons davantage des prix de l'immobilier bientôt, car il y a tout un tas de raisons problématiques derrière eux. Mais commençons par la taille d'Hawaï, son isolement et leur effet sur les prix de l'épicerie et des services publics. Les propriétaires hawaïens devraient peut-être remettre les bougies à la mode, car la facture d'électricité moyenne des ménages en novembre 2024 était de 355 $ par mois. Les prix élevés sont principalement le résultat de l'emplacement isolé d'Hawaï. Presque toute l'électricité est produite à partir de pétrole qui doit s'être acheminé par bateau. Le transport maritime ajoute beaucoup de coûts, ce qui fait que le coût moyen de l'électricité à Hawaï est de 39 cents par kWh, contre 17 cents par kWh en moyenne sur le continent. Non seulement c'est plus du double du coût moyen sur le continent, mais cela fait aussi d'Hawaï l'état le plus cher du pays en matière d'électricité. C'est la même histoire pour les courses. Même si la nourriture au supermarché fait mal au portefeuille de tout le monde en ce moment, la nourriture dans les supermarchés hawaïens est vraiment chère. C'est principalement dû au fait que 85 à 90% de la nourriture vendue dans l'État doit être importée. Comme Hawaï a un climat tropical, on ne peut pas y cultiver n'importe quoi, y compris beaucoup de produits que les Américains considèrent comme des aliments de base. Donc, même si vous pouvez faire de bonnes affaires sur les cultures locales qui prospèrent dans le climat de l'île, comme les noix de macadamia, les mangues et les avocats, tout le reste arrive par cargo. Pour empirer le problème du coût de la nourriture, une grande partie des aliments supportent mal un trajet de 2500 miles à travers le Pacifique sous une forte humidité. La Fondation agricole d'Hawaï estime qu'un tiers de toute la nourriture importée est jetée dès qu'elle est déchargée dans les ports d'Hawaï parce qu'elle est déjà avariée. Ainsi, les vendeurs de nourriture doivent pratiquer des prix encore plus élevés, en prévision du fait qu'un tiers de leurs produits va se gâter. Le fait qu'Hawaï soit à nouveau une petite île, avec donc relativement peu de concurrence entre les supermarchés, n'aide pas vraiment. Les magasins n'ont pas vraiment d'incitation à baisser les prix, et comme ils paient déjà des cours de services publics et de loyers ou d'hypothèques extrêmement élevées, il n'est pas certain qu'ils aient beaucoup de marge de manœuvre pour réduire les prix de toute façon. Ce qui nous amène à la question de savoir ce qui se passe avec les prix de l'immobilier complètement hors de contrôle à Hawaï. Le Missouri Economic Research and Information Center a mené une étude sur les prix des logements à travers les États-Unis et a constaté qu'en 2024, le marché immobilier étonnamment cher de la Californie affichait un prix médian d'environ 728 000 $. En comparaison, le prix médian d'une maison à Hawaï était de 834 000 $, ce qui en fait l'état le plus cher des États-Unis pour acheter une maison. On peut en partie attribuer cela à la taille d'Hawaï. L'espace est restreint et 48% du territoire est une zone protégée. Mais il y a bien plus que ça. Beaucoup de gens veulent vivre à Hawaï, surtout les riches. Tellement d'acheteurs étrangers avec d'énormes fonds achètent des maisons et des terrains à Hawaï que c'est officiellement devenu un marché immobilier international. En fait, les habitants locaux, aussi appelés Kama'aina, sont exclus des prix dans l'état où ils sont nés. En juin 2023, le Hawaii Housing Factbook a révélé que les acheteurs venant de l'extérieur de l'État représentent une grande part des ventes de maisons à Hawaï, comptant pour plus de la moitié des ventes de condominiums sur les îles voisines. Le chef économiste d'Hawaï a constaté que 24% des maisons hawaïennes vendues entre 2010 et 2020 ont été achetées par des résidents venant de l'extérieur de l'État, et 4% ont été achetées par des étrangers. Oahu avait en fait la plus faible part d'acheteurs étrangers, en partie à cause de sa taille relativement grande. Mais dans les îles voisines de Maui, Kauai et la Grande Île, plus de 40% des achats provenaient de résidents de l'extérieur de l'État. Et le problème, c'est que ce ne sont pas seulement des gens qui déménagent d'autres États vers Hawaï. Le gouverneur Josh Green a annoncé que 52% des 89 000 locations de courte durée à Hawaï appartiennent à des résidents hors de l'État qui en tirent des revenus. Ce qui signifie que cet argent quitte l'État, et que les propriétaires n'y vivent même pas. Certaines personnes et des groupes de défense soulignent qu'il y a beaucoup de lourdeurs administratives à Hawaï qui contribuent à la crise du logement.
Seulement 5% des terres sont disponibles pour tout type de construction, et une grande partie des terres d'Oahu est zonée pour des maisons unifamiliales, ce qui limite le nombre de personnes qui pourraient y vivre. Mais d'autres disent qu'à chaque fois qu'Hawaï autorise la construction de plus de logements, la demande internationale augmente encore plus rapidement. La plupart du temps, les acheteurs internationaux se désintéressent de la maison elle-même. Ils veulent juste le terrain, et démolissent souvent les maisons qui s'y trouvent pour construire les leurs, qui coûtent beaucoup plus cher, ce qui fait augmenter la valeur des propriétés pour tout le monde. Le Civil Beat d'Honolulu dit, je cite, « Les acheteurs et investisseurs étrangers ont fait grimper nos prix de l'immobilier de 700 000 à 800 000 $ au-dessus de ce que le marché serait, selon les salaires locaux. Les acheteurs locaux n'ont aucune chance. » Même si cela peut sembler avantageux pour les propriétaires hawaïens actuels s'ils veulent vendre un jour, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent quitter la maison familiale et acheter leur première maison. La plupart des jeunes américains font face à ce problème, mais à Hawaï, il est plus facile de trouver une licorne qu'une première maison abordable. Et pour les propriétaires locaux qui ne veulent pas vendre, c'est une très mauvaise nouvelle, car leurs impôts fonciers augmentent d'année en année, et beaucoup de gens n'ont pas les moyens de les payer. Pourquoi ? Parce que les habitants d'Hawaï sont généralement sous-payés. Et les habitants d'origine hawaïenne ou Kanaka, eux, ils sont les plus mal lotis de tous. Au deuxième trimestre de 2024, Hawaï se classait 24e parmi les États en termes de revenus annuels moyens, avec environ 69 600 $. Cela plaçait en fait Hawaï en dessous de la moyenne nationale, qui était de 73 219 $. En effet, la majorité des États américains ont un niveau inférieur à la moyenne du pays. Et tandis que d'autres endroits, comme l'Oklahoma ou l'Idaho, ont des salaires encore plus bas qu'à Hawaï, ils ont aussi un coût de la vie bien inférieur, alors qu'Hawaï a le plus élevé du pays. Cela signifie que les habitants arrivent à peine à garder la tête hors de l'eau avec leur salaire. Forbes a constaté que les Hawaïens dépensent en moyenne 55 500 $ par an, ce qui leur laisse le revenu disponible le plus bas de la population de tous les États, soit environ 9 500 $ par an. Cela fait de nombreux foyers locaux, des foyers actifs limités, revenus contraints, employés. Actifs limités, revenus contraints. Employé signifie actifs limités, revenus contraints, employés. Cela désigne les personnes qui gagnent plus que le seuil fédéral de pauvreté, mais qui ne peuvent pas se permettre les besoins de base dans leur région. Donc la majorité des moins de 30 ans. Selon le seuil fédéral de pauvreté, seulement 11% des Hawaïens gagnaient moins que le seuil de pauvreté. Mais si l'on regarde le seuil actif limité, revenus contraints, employés qui reflètent plus fidèlement le coût de la vie régionale, 44% des foyers hawaïens ne gagnaient pas assez pour réellement joindre les deux bouts dans l'État. C'est peut-être pour cela que l'étude Hawaii Financial Health Pulse a révélé que 23% des Hawaïens occupent de plus d'un emploi. Mais pourquoi les salaires sont-ils si bas dans un endroit aussi cher au départ ? Eh bien, cela tient d'abord au fait qu'une grande partie du coût de la vie locale n'a rien à voir avec les salaires locaux, mais est plutôt lié aux acheteurs étrangers de maisons et au fait qu'Hawaï doit absolument tout importer du continent. En gros, l'offre et la demande ne fonctionnent tout simplement pas vraiment à Hawaï. Mais cela est également lié à la principale industrie de l'île, le tourisme. Parce que voilà le problème. Même si votre métaille et votre chambre dans un complexe 4 étoiles peuvent effectivement coûter très cher, cet argent ne va pas aux travailleurs, car le tourisme ne paie tout simplement pas bien. De nombreux emplois sont des postes de service d'entrée de gamme avec peu de perspectives d'évolution pour la plupart des titulaires. L'Université d'État de Floride a publié une étude dans le Tourist Management Journal, révélant que non seulement les travailleurs de l'industrie du tourisme sont mal payés, mais qu'ils ont en fait les gains hebdomadaires les plus bas de tous les secteurs de main-d'œuvre. L'étude a porté sur les données salariales aux États-Unis entre 2006 et 2018, en examinant plus d'une douzaine de secteurs. Tarek Dogroum, professeur adjoint à l'école d'hôtellerie, a déclaré que, tandis que le salaire hebdomadaire moyen dans tous les secteurs était de 710 $, c'était dans les années 2010, quand cela signifiait encore quelque chose. Le salaire hebdomadaire moyen dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie était de 311 $. C'est moins de la moitié du salaire moyen global. Non seulement cela, mais les salaires dans l'hôtellerie ne semblent pas suivre l'inflation générale, ni l'augmentation des salaires. Dogru a constaté que pour chaque augmentation d'$1 du salaire dans l'économie, les salaires dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie n'augmentèrent que de 81 centimes.
C'est en partie pourquoi de nombreuses personnes travaillant dans les loisirs et l'hôtellerie dans d'autres États voient leur emploi comme temporaire, ou un premier emploi quand elles sont jeunes. Mais à Hawaï, où l'économie dépend tellement du tourisme pour survivre, il n'y a souvent pas beaucoup d'autres bons emplois vers lesquels les gens peuvent se tourner à la place. Le département des affaires, du développement économique et du tourisme d'Hawaï a constaté que si l'on incluait les impacts directs, indirects et induits de l'industrie, le tourisme contribuait à 23,6% de l'économie totale de l'État. Sur les îles très touristiques comme Maui, l'industrie est encore plus cruciale. Le tourisme contribue à 37,8% de l'économie de Maui. Et le même département a étudié les salaires dans le secteur du tourisme dans leur État et a constaté que ce qui était vrai dans le reste des États-Unis l'était aussi ici. Un groupe, les Hawaïens autochtones, était désavantagé. Le salaire moyen dans le tourisme entre 2017 et 2021 était de 44 000 $ par an, bien en dessous du salaire moyen général à Hawaï. Mais les Hawaïens autochtones gagnaient encore moins que cela, avec un travailleur moyen de l'industrie du tourisme touchant près de 39 000 $, soit 12% de moins que le salaire moyen du secteur touristique. L'État dépend clairement du tourisme et offre de nombreuses opportunités d'emploi dans ce secteur. Mais il est également évident que le tourisme n'offre pas beaucoup d'opportunités aux habitants pour gravir les échelons et obtenir un salaire leur permettant de survivre. Sans parler du fait que le système fiscal d'Hawaï est absolument terrible pour les personnes à faible revenu. C'est le 3e pire État des États-Unis en ce qui concerne la taxation des familles aux revenus les plus faibles. Les 20% des personnes ayant les revenus les plus bas sont imposées à 14,1%. C'est encore plus agaçant quand on découvre que le top 1% à Hawaï est imposé à 10,1%. Ce système réduit encore davantage le salaire net de nombreux Hawaïens, en particulier ceux qui sont déjà les plus vulnérables à la pauvreté. Et ce n'est guère le seul problème causé par le tourisme, comme vous allez bientôt le voir. Vous vous dites, peut-être, d'accord, si le tourisme paie de bas salaires, pourquoi plus d'Hawaïens n'essaient-ils pas de créer leur propre entreprise pour avoir plus de possibilités d'évolution ? Et la réponse, c'est que ce n'est pas très facile de créer une entreprise à Hawaï. WalletHub a classé Hawaï 44e sur 50 États, en ce qui concerne la création d'entreprises. Lancer une entreprise coûte assez cher, et le marché ainsi que la clientèle potentielle représentent 1 440 000 personnes au total, en raison de la géographie et de la population relativement faible des îles. Cela signifie que les habitants d'Hawaï ont plus de difficultés à créer des entreprises qui pourraient augmenter leurs revenus. Si l'entrepreneuriat est hors de portée pour la plupart, peut-être que poursuivre une excellente éducation est la solution pour obtenir un emploi mieux rémunéré. Mais Hawaï est classé bien en dessous de la moyenne en matière d'éducation publique, 37e sur 50 États pour être exact. Selon un média local qui a rapporté les problèmes éducatifs d'Hawaï, l'État n'a pas investi dans l'apprentissage virtuel et l'éducation numérique dans la même mesure que les autres États américains. Il y a également un manque général de méthodes éducatives innovantes ou d'enseignements alternatifs comme les écoles Montessori. C'est peut-être pour cette raison qu'un très grand nombre de personnes à Hawaï envoient leurs enfants dans des écoles privées. En fait, Hawaï et Washington District de Columbia ont le pourcentage le plus élevé de fréquentation des écoles privées dans le pays, à égalité avec 17% des élèves locaux, qui vont dans des écoles privées, au lieu des écoles publiques. Étant donné que les frais de scolarité moyens dans une école privée de l'État coûtent environ 14 800 $ par an en 2025, cela représente un fardeau financier pour les familles hawaïennes. C'est un obstacle de plus à la création d'opportunités pour les familles, de différentes classes socio-économiques. Mais au moins, tout le monde peut profiter de la beauté naturelle de l'île, n'est-ce pas ? Le fait qu'Hawaï soit une destination aussi attractive rend la vie locale insupportable pendant la haute saison touristique, qui dure généralement de décembre à avril. Les habitants organisent leur vie et leurs courses en fonction des heures de pointe pour éviter les files d'attente et la circulation causée par plus de 10 millions de visiteurs annuels sur l'île. Et les îles sont si petites qu'il est presque impossible d'éviter complètement les touristes. Votre trajet pour aller au travail, à l'école, à la banque, au supermarché ou pour rentrer chez vous va probablement croiser une artère principale fréquentée par des touristes. En fait, une autre étude de WalletHub a révélé qu'Hawaï était le pire État pour conduire parmi les 50 États. Désolé pour les New-Yorkais et les Angelenos qui pensaient avoir remporté ce titre. Cela peut surprendre ceux qui n'y ont jamais vécu. Mais cela a du sens si l'on considère qu'il y a relativement peu de kilomètres de route, en raison de la petite taille des îles.
Il y a aussi peu de transports en commun, à part quelques bus publics qui sont généralement lents et difficiles à utiliser, surtout en dehors d'Oahu. Cela signifie qu'en plus de toutes les voitures de location des touristes qui occupent les routes, presque chaque foyer hawaïen possède au moins une voiture, voire plusieurs pour les différents membres de la famille, afin que chacun puisse aller au travail, en cours, etc. C'est un autre fardeau financier qui contribue au coût de la vie, ce qui finit par encombrer les routes principales. En fait, la dernière enquête montre que les foyers hawaïens possèdent en moyenne 2 voitures chacun. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces facteurs rendent les relations entre les habitants et les visiteurs, même ceux installés depuis plusieurs années, tendues. En surface, cela paraît logique, car il existe une relation d'amour-haine dans toute destination entre les personnes qui dépendent du tourisme, mais qui en sont aussi financièrement évincées. Un nouvel arrivant dit « Sachez que lorsque vous déménagez ici, il vaut mieux avoir la peau dure, car l'accueil froid est quasiment garanti. » Mais à Hawaï, le ressentiment dépasse la simple opposition entre locaux et nouveaux arrivants. Et cela nous ramène à la différence de salaire entre les Hawaïens natifs et les autres Hawaïens. Parce que ce n'est pas le seul fossé qui existe entre ces groupes. La population hawaïenne autochtone a été, et continue d'être à certains égards, traitée comme si elle était celle qui mérite le moins une vie décente sur ses propres terres. On peut remonter l'origine du problème jusqu'en 1778 lorsque des Européens blancs, appelés Haole, naviguant sous le commandement du capitaine James Cook, ont établi le premier contact avec les Hawaïens autochtones. Ce contact a immédiatement propagé tant de maladies que la population locale a été presque anéantie, passant de 800 000 à 39 000 habitants. Malgré ce début tragique, Hawaï a continué d'être reconnu comme un royaume indépendant par les autres puissances, pendant un certain temps. Tout au long du 19e siècle, 5 compagnies sucrières américaines ont progressivement pris le contrôle de l'économie hawaïenne, suscitant du ressentiment parmi les habitants. Puis, en 1893, les Marines américains ont décidé qu'ils pouvaient aussi bien prendre le contrôle réel d'Hawaï et ont renversé la reine Liliuokalani, ainsi que le reste du gouvernement. 95% des Hawaïens ont signé des pétitions contre une annexion complète par les États-Unis et, avec la reine Liliuokalani, les ont apportés jusqu'au Congrès américain. Ils ont courageusement présenté et défendu des plaintes légitimes pendant 3 mois. Premièrement, le renversement d'un dirigeant par une puissance étrangère violait le droit international. Dans un rebondissement assez surprenant, les États-Unis de tous les pays étaient d'accord avec ce raisonnement. Mais, comme c'est souvent le cas avec les petites victoires en politique, celle-ci a rapidement été annulée et détruite. L'année suivante, la guerre hispano-américaine a éclaté, et les États-Unis ont commencé à rêver de construire des bases navales dans un endroit stratégique du Pacifique. Ainsi, Hawaï a été annexé aux États-Unis en 1898. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les États-Unis ont interdit les pratiques religieuses autochtones, et ont également interdit l'enseignement de la langue hawaïenne dans les écoles. Des travailleurs du continent, du Japon et de Chine ont été envoyés travailler dans les plantations de l'île. Parallèlement, les États-Unis ont renforcé leur contrôle financier sur les îles et ont établi des bases militaires. Fatigués de subir un traitement plutôt mauvais en tant que territoire, des militants locaux ont demandé que Hawaï devienne le dernier État à être ajouté à l'Union en 1959. Malheureusement, peu d'avantages sont parvenus aux populations autochtones même après que Hawaï ait été reconnu comme un État. Et comme vous pouvez l'imaginer, toute cette histoire a commencé la relation entre les Hawaïens autochtones, et en particulier les non-insulaires blancs, sur les pires bases possibles. Cela a créé des tensions entre les touristes et les travailleurs des services sur l'île. Il existe également un énorme écart pour les Hawaïens autochtones, en termes de salaire, de propriété immobilière et de qualité de vie générale, comparé à presque tout le monde sur l'île. Tout d'abord, les Hawaïens autochtones sont peut-être les plus touchés et les moins satisfaits de l'afflux de touristes sur leurs côtes. Un rapport confirme que de nombreux Hawaïens autochtones estiment que la croissance de l'industrie du tourisme a contribué à une dégradation de leurs valeurs culturelles. Mais pourquoi ? L'industrie du tourisme ne préserve-t-elle pas les traditions hawaïennes ? Après tout, presque chaque complexe hôtelier fait monter des danseurs sur scène pour exécuter un hula traditionnel en jupe de paille. Eh bien, il s'avère que les jupes de paille n'ont jamais été des vêtements traditionnels à Hawaï. En réalité, ces versions occidentalisées et déformées de la culture autochtone étaient davantage destinées à divertir les touristes, qu'à représenter fidèlement l'histoire ou la culture hawaïenne.
Elles ont en fait vu le jour sur le circuit du vaudeville. Et c'est le cas pour beaucoup de choses que les Occidentaux associent à la culture hawaïenne. Deuxièmement, l'histoire et la situation actuelle d'Hawaï ont érodé la culture et les terres autochtones. Par exemple, des sites spirituels locaux comme Kahulawe ont été placés sous la juridiction de la marine américaine, qui a décidé de les utiliser pour des exercices de bombardement. Cela a, bien sûr, provoqué la colère des populations autochtones, et les pratiques historiques des États-Unis ont contribué à la pauvreté actuelle de cette population. Dans les années 1960 et 70, des agriculteurs locaux, dont beaucoup étaient des Hawaïens autochtones, ont été expulsés et déplacés au nom de l'aménagement du territoire. Cela se passe dans un état qui allait finir par développer le grave problème de sans-abrisme qu'Hawaï connaît aujourd'hui. Dans un état où les prix de l'immobilier montent en flèche, de plus en plus de personnes se retrouvent sans endroit à appeler chez elles. En 2017, le département américain du logement et du développement urbain a publié un rapport indiquant qu'Hawaï est l'État ayant le taux de sans-abrisme par habitant le plus élevé des États-Unis. En 2024, 8 personnes sur 1000 habitants sont sans abri, à égalité avec New York. Et en 2016, 42% des sans-abri de l'État se sont identifiés comme Hawaïens autochtones ou insulaires du Pacifique. Évidemment, les prix de l'immobilier à Hawaï ont touché tous ceux qui y vivent, mais les Hawaïens autochtones, qui avaient perdu leurs terres et leurs maisons au cours des dernières générations et n'avaient rien à transmettre, ont été les plus durement touchés. Le manque d'accès à la propriété et la pauvreté sont malheureusement devenus un cercle vicieux. Malgré un taux d'emploi similaire aux autres habitants d'Hawaï, les autochtones hawaïens occupent souvent des postes moins bien payés, y compris hors du tourisme. Cela pourrait être lié au fait qu'en 2017, seulement 11,5% des Hawaïens autochtones détenaient un diplôme universitaire, contre 22% de la population générale de l'État, ce qui leur laisse moins d'options pour des emplois mieux rémunérés. C'est pourquoi ils gagnent moins. En 2017, le revenu médian des ménages hawaïens autochtones était de 66 300 $, contre 77 800 $ pour l'ensemble des résidents d'Hawaï, ce qui les maintient dans la pauvreté. À Hawaï, où le coût de la vie est élevé, ne pas obtenir de diplôme pour accéder à un meilleur emploi n'est pas seulement une source de tracas parental permanent. C'est un problème existentiel. Comme le dit le professeur Jonathan Okamura de l'université d'Hawaï, on pourrait penser qu'avoir un emploi à temps plein vous éviterait de devenir sans-abri, mais ce n'est pas le cas. La lutte pour survivre à Hawaï est bien réelle. Cette pression économique constante peut aider à expliquer pourquoi les Hawaïens autochtones sont confrontés à des taux alarmants de toxicomanie et d'incarcération. Mais ils souffrent également de certains des pires taux de mortalité et de maladie, non seulement dans l'État, mais dans tout le pays. Beaucoup de peuples autochtones plaident encore pour la restitution des terres, ou pour la restitution accompagnée d'une compensation, même si cela n'a pas vraiment eu lieu jusqu'à présent. En 1993, les États-Unis ont présenté des excuses aux Hawaïens autochtones pour avoir renversé leur reine, un siècle après les faits. Ils ont également admis que les Hawaïens n'avaient jamais volontairement abandonné leurs terres. Et c'est tout pour le moment. C'est pourquoi, même si Hawaï est l'un des États les plus diversifiés du pays, les relations entre les différents groupes ne sont pas toujours les plus faciles. Après les incendies dévastateurs de Maui en août 2023, qui ont causé 16 milliards de dollars de dégâts matériels sur l'île, les responsables locaux et les dirigeants ont demandé une pause temporaire du tourisme à Hawaï, ou au moins une diminution du nombre de touristes. C'est pour qu'ils puissent reconstruire et trouver une nouvelle voie pour l'avenir. Mais même s'il y a eu un ralentissement temporaire de l'afflux sur l'île, il semble que les arrivées de touristes aient rapidement repris et soient revenus au niveau d'avant les incendies, en 2025. Sans parler du fait qu'Hawaï va devoir faire face à un autre problème urgent, le changement climatique et la mauvaise utilisation des terres par les complexes touristiques. Cela a entraîné la perte de 13 des 750 miles de littoral de l'État jusqu'à présent, et 70% des plages hawaïennes subissent actuellement une érosion active. Si Hawaï veut un jour devenir un endroit beau et abordable où vivre pour les touristes comme pour les locaux, il faudra une meilleure gestion de l'industrie du tourisme, de l'environnement et des programmes d'accession à la propriété abordables pour les habitants. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous et activez les notifications. Ça change tout. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.